On ne compte plus le nombre de jeux vidéo, de séries, web-séries, de films, d'animés et de mangas revisitant le mythe du zombie. Pourquoi cette fascination pour ces corps en décomposition qui doivent sentir plus mauvais que les toilettes du McDo aux heures de pointe? Tout d'abord, il faut savoir que le mythe du zombie tire ses origines dans des pratiques voodoo. Selon les recherches de Wade Davis sur ces pratiques, les prêtres voodoo utilisaient une poudre contenant de la tétrodotoxine pour simuler la mort d'une personne. En effet, cette toxine provoque une paralysie totale et ralentit le rythme cardiaque, donnant l'impression que la victime est décédée. Peu de temps après l'enterrement, le prêtre voodoo retournait déterrer la victime pour lui administrer un antidote composé de plantes de la famille des solanacées et qui contient notamment de l'atropine. À petite dose, elle a pour effet de provoquer une accélération cardiaque et permet à la victime de sortir de son état léthargique. Alors techniquement, on peut pas dire que c'est un mort revenu à la vie. Cette pratique était surtout utilisée pour se débarrasser de personnes encombrantes. Et pour le prêtre voodoo, ça lui permettait de récupérer un esclave. Le livre contenant les recherches de Wade Davis a connu une adaptation cinématographique en 1988, mais ce n'est pas ce film qui a ancré le mythe du zombie dans la culture populaire. À mon avis, il s'agit du travail du cinéaste George Andrew Romero, le monsieur zombie du cinéma. Une grande partie de sa filmographie est dédiée aux zombies. Par contre, il utilisait ce mythe pour critiquer la société américaine et je pense que ça peut également s'appliquer à toutes les sociétés contemporaines. Si on regarde de plus près, c'est vrai qu'on partage beaucoup de points communs avec les zombies. Est-ce qu'on détruit tout sur notre passage? Du point de vue de la planète, je vous dirais oui. Est-ce qu'on pense tout le temps à manger? Vu l'augmentation de la population en surpoids au fil des années, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui mangent plus qu'ils ne devraient. Et dernière question, est-ce qu'on mange des humains? Bon, la réponse est évidente. Les steaks qui finissent dans nos assiettes proviennent d'animaux qui vivaient heureux au calme dans la nature. Heureux entre guillemets. Mais si demain, on n'a plus accès à cette nourriture, est-ce qu'on serait prêt à manger un être humain? Le 13 octobre 1972, un avion qui transportait 40 personnes s'est crashé dans les Landes. Le 22 décembre de la même année, 16 rescapés ont été secourus. Et comment ont-ils pu survivre sans nourriture pendant ces 2 mois? En fait, certains de leurs camarades morts ont servi de plateau repas. Mais là, tu vas juste me dire qu'il s'agit d'un cas de cannibalisme. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un cas de cannibalisme contraint quand ton instinct de survie prend le pas sur le reste. Donc, tu vois bien qu'on partage pas mal de points communs avec nos amis les zombies. Pour revenir au travail de George Romero, il utilisait les zombies comme reflet des travers de notre société de surconsommation. Cette dimension sociale a quasiment disparu dans la plupart des autres films estampillés zombies, dans lesquels les zombies ne servent que de prétexte pour mettre en scène des grosses scènes d'action. Mais il existe encore des œuvres originales qui mènent à la réflexion. Je pense notamment aux comics The Walking Dead de Robert Kirkman et du livre Je suis une légende de Richard Matheson. Dans le cas de The Walking Dead, ce qui est intéressant, c'est que les zombies servent à révéler la vraie personnalité des protagonistes. Et cela amène à se poser la question suivante. Est-ce que la société de confort dans laquelle nous vivons n'obstrue-t-elle pas notre véritable personnalité? Quant au livre Je suis une légende de Richard Matheson, que je vous conseille de lire, oubliez toutes les adaptations au cinéma. Ce qui est intéressant, c'est la perspective de l'être humain qui passe du statut du prédateur absolu à celui du gibier traqué. C'est beaucoup moins drôle quand on devient le steak charal des autres. Là où ça devient un peu inquiétant, c'est qu'il existe des vrais cas de zombies dans la vraie vie. Dans le monde animal, il existe beaucoup de parasites qui prennent le contrôle de l'hôte infecté. Par exemple, le Dinocampus cincinnallae, une guêpe qui pond des larves à l'intérieur des coccinelles. Oui, à l'intérieur. C'est dégueulasse. Ces dernières sont manipulées par leurs hôtes afin de les protéger. L'Ophiucordyceps unilateris est un champignon qui parasite certaines fourmis afin de se reproduire. Une fois infectée, la fourmi est contrôlée par le champignon qui le pousse à trouver un environnement propice à son développement. Mais quelle fourberie! Et puis, il y a l'Apocephalus borealis, et ce n'est pas ce que tu crois, c'est un parasite qui affecte les abeilles. L'abeille infectée a tendance à voler la nuit, alors que d'habitude, elle ne le vole qu'en journée. Ce ne sont juste que quelques exemples, mais ce phénomène de parasite qui prend le contrôle de l'hôte est assez répandu dans le monde animal. Récemment, dans notre société, on a eu un cas assez troublant qui pourrait relever du mythe du zombie. Si tu connais d'autres cas, n'hésite pas à les partager en commentaire. Le 26 mai 2012, à Miami, un individu en état second dévore le visage d'un ASDF. Les policiers ont dû abattre cet individu qui refusait d'obtempérer. En fait, il voulait pas arrêter son repas et voilà. Attention, ça risque de vous choquer. Voici une photo de Ronald Popo avant son agression et voici à quoi il ressemble après son agression. Ce qui lui est arrivé est vraiment arrivé. Un mec lui a bouffé le visage. Ah, ça me donne des mauvais frissons. On sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête du cannibale Rudy Eugène. De plus, il n'avait pas d'antécédent de cannibalisme. D'après les analyses toxicologiques, l'homme n'avait pas consommé de sel de bain ni de drogue dure, mais seulement de la marijuana. Quant à Ronald Popo, dans une vidéo datée de 2013, il a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont envoyé des dons suite à son agression. On peut dire que ça se termine un peu bien quand même. Finalement, il ne s'agit pas d'un virus qui transforme les gens en zombies. Puis là, tu lis un article dans lequel des scientifiques du laboratoire national de Sandia et de l'université du Nouveau-Mexique ont mis au point une cellule zombie capable d'assurer ses fonctions tout en étant morte. Ne veulent pas plutôt consacrer leur temps et leur énergie à éradiquer le sida ou d'autres virus hyper dangereux qui existent déjà? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, dès que je sais qu'il y a une invasion de zombies, je te le dirai. Et toi, qu'est-ce que tu ferais dans les 24 heures en cas d'une épidémie du virus zombie? Et dis-moi aussi en commentaire quels sont tes films et séries de zombies préférés. Moi, en cas d'invasion de zombies, j'irai me planquer sur une île déserte. Parce qu'en théorie, les zombies ne savent pas nager. Alors j'inviterai évidemment Lauren Cohan et toutes les actrices de Game of Thrones. C'est bien de survivre, mais après, il faut penser à repeupler la Terre. Et ça, c'est du travail, les amis. Les gens se rendent pas compte.
Pour me soutenir, rien de plus simple, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. Si tu veux voir un autre podcast, clique sur la playlist de gauche. Sinon, tu peux voir mes nouveaux courts-métrages sur ma nouvelle chaîne en cliquant sur la playlist de droite.